Pendant que je finalisais un accord de 12 millions d'euros en Europe, mes parents ont mis ma voiture en gage pour l'entreprise de ma sœur. À mon retour, ma mère m'a dit, elle en avait plus besoin. J'ai dit 6 mots et son visage est devenu blanc. Je m'appelle Amandine Dubois, j'ai 29 ans, et je viens d'atterrir de Genève. J'avais passé une semaine à conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je me sentais invincible. J'ai conduit ma voiture de location de l'aéroport de Lyon directement chez mes parents. Je n'étais pas là pour les voir. J'étais là pour récupérer ma voiture, mon Alpine A110 bleue, la voiture de mes rêves, celle que je gardais dans leur garage pendant mes voyages. J'ai appuyé sur la télécommande de la porte du garage. La porte s'est lentement enroulée, révélant un espace vide. Juste un sol en béton et une légère tache d'huile là où ma voiture aurait dû être. Ma voiture avait disparu. Mon cœur s'est arrêté. Je suis entré dans la maison, mon sac de cabine tombant sur le sol. Ils m'attendaient. Ma mère, mon père et ma sœur Chloé. Ils étaient assis à la table de la cuisine comme des juges, leurs visages impassibles. Ils n'étaient pas surpris de me voir. Ils attendaient pour rendre un verdict. Ce qu'ils ont avoué dans cette cuisine n'a pas seulement brisé ma confiance. Cela a redéfini ce que signifiait la famille et m'a montré que je n'en faisais pas vraiment partie. Cette Alpine n'était pas un jouet. Ce n'était pas un cadeau. C'était 6 ans de ma vie. Je travaille chez Euroconsulting. C'est un travail à haute pression. Je gère des comptes internationaux. Cela signifie que je suis toujours dans un avion, toujours en réunion, et toujours au téléphone. Mes semaines ne font pas 40 heures. Mes semaines font 70 ou 80 heures. J'ai mangé plus de dîners à emporter devant mon clavier que je ne peux en compter. J'ai manqué des mariages. J'ai manqué l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie Camille à Ibiza. J'ai sauté des vacances alors que d'autres personnes de mon âge voyageaient pour le plaisir. Moi, je voyageais pour le travail. Genève, Londres, Tokyo. J'ai fait ça pendant 6 ans. J'ai grimpé les échelons. Je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas le temps de la dépenser. Mon grand-père, Robert Dubois, était le seul à me comprendre. Il est décédé il y a 3 ans. C'était le père de mon père, mais il ne ressemblait en rien à mon père. Il était calme, fort, et il me voyait vraiment. Quand j'étais petite, il m'emmenait dans son garage. Ça sentait la sueur de bois et l'huile de moteur. Il m'a appris à changer un pneu. Il m'a appris à vérifier l'huile. Il montrait son vieux camion restauré et souriait. Ces machines ne sont pas que du métal, Amandine, me disait-il en s'essuyant la graisse des mains. Elles sont la liberté. Elles sont une preuve. Tu travailles dur pour quelque chose, tu le construis, tu le mérites. Tu mets ton rêve dans quelque chose de solide que tu peux toucher. Il était le seul à voir mes longues heures de travail comme de l'ambition. Il voyait mes sacrifices comme une force. Mes parents voyaient juste mon travail comme une excuse pratique pour eux. Oh, Amandine ne peut pas venir. Elle travaille. Quand papy Robert est mort, il m'a laissé un peu d'argent. Pas une fortune, mais assez. Il a laissé le même montant à Chloé. Elle a dépensé le sien dans un voyage en Europe et une nouvelle garde-robe. J'ai mis le mien sur un compte d'épargne à haut rendement. J'y ai ajouté. Chaque prime, chaque chèque d'heure supplémentaire, je le mettais de côté. J'avais un objectif. J'économisais pour cette Alpine A110 bleue. C'était la voiture dont lui et moi parlions toujours. Elle était puissante. Elle était française. Elle était tout ce que j'avais mérité. Le jour où je l'ai finalement achetée, je suis allé seul chez le concessionnaire. J'ai payé comptant. J'ai signé les papiers et le vendeur m'a remis les clés. Je me suis assise sur le siège du conducteur. J'ai senti l'odeur du cuir neuf. J'ai vu le visage de mon grand-père dans mon esprit. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je l'avais fait. J'avais rendu mon rêve solide. Il était à moi. Dans ma famille, mes rêves ont toujours été jetables. Les rêves de Chloé étaient ce qui comptait. Je me souviens du 16e anniversaire de Chloé. Mes parents ont organisé une immense fête dans le jardin. Il y avait au moins 40 personnes. Ils ont engagé un DJ. Ils ont loué une tente. Ils avaient un gâteau plus grand qu'elle. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine. J'avais 17 ans et je lavais la vaisselle du traiteur. Mon propre 16e anniversaire avait eu lieu 3 mois plus tôt.
je l'ai passé à travailler 6 heures au centre commercial à vendre des crêpes. Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a tendu un cupcake du supermarché. On fêtera ça une autre fois, chérie, a-t-elle dit. Les temps sont durs en ce moment. Ils n'étaient pas durs. Ils économisaient juste pour la fête de Chloé. Quand Chloé a eu son bac, ils ont loué une limousine blanche. Mon père, ma mère, ma tante et mon oncle se sont tous entassés avec Chloé et ses amis. Ils sont allés dans un restaurant chic. J'étais en 2e année d'université, cumulant 2 emplois pour payer mes livres. Je ne pouvais pas me permettre de prendre l'avion pour rentrer. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, avec la mention très bien et les félicitations du jury, je me suis assise dans le public et je les ai attendus. Mon vol était payé. J'avais juste besoin qu'ils viennent. 1 heure avant la cérémonie, j'ai reçu un texto. Vol retardé. Tellement désolé. On fêtera ça quand tu rentreras. Je savais que c'était un mensonge. J'ai vu une photo sur les réseaux sociaux plus tard. Chloé avait un petit rhume et ma mère était restée à la maison pour s'occuper d'elle. Mon père a juste suivi. Je me suis assise seule au milieu d'une marée de famille. Ma meilleure amie Camille m'a trouvé après et a pris une photo de moi tenant mon diplôme. Elle était ma seule famille ce jour-là. Le pire, c'était Noël 2018. Je suis rentré d'un voyage d'affaires, épuisé. J'avais apporté des cadeaux chers pour tout le monde. J'ai reçu un pull de grand magasin. Il était beige. Ce n'était même pas ma taille. Puis mon père a dit à tout le monde de sortir. Dans l'allée, il y avait une Peugeot 208 rouge vif flambant neuve. Un énorme nœud rouge était sur le capot. C'était pour Chloé. Elle avait 22 ans. Elle venait de quitter son 3e emploi en 1 an. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour se trouver. J'ai regardé la voiture. J'ai regardé mon pull beige. Mon père rayonnait. Ma mère pleurait des larmes de joie. N'est-ce pas merveilleux, Amandine, a demandé ma mère. Maintenant, elle peut vraiment commencer sa vie. J'ai juste hoché la tête. J'avais commencé ma vie depuis l'âge de 16 ans. Mon Alpine était différente. Je l'avais achetée moi-même. Je ne leur avais rien demandé. Je ne leur avais demandé qu'une seule chose, de la garder en sécurité dans leur garage pendant que j'étais à l'étranger. C'était la seule chose que j'avais qui n'était qu'à moi. Alors, quand je me suis tenu dans ce garage vide, puis que je suis entré dans cette cuisine, je ne regardais pas seulement un espace vide. Je regardais un schéma. Je regardais toute ma vie. Je connaissais déjà la réponse avant même qu'ils ne disent un mot. Ma voiture avait disparu et je savais exactement qui l'avait prise. Je me tenais sur le seuil de la cuisine. Mon sac de voyage me cisaillait encore l'épaule. Le silence dans la pièce était lourd. Mon père, Philippe, fixait sa tasse de café. Ma mère, Sylvie, se rongeait les ongles. Chloé regardait son téléphone, faisant comme si je n'étais pas là. Où est ma voiture? Ma voix était calme. Stable. Ça m'a fait peur de voir à quel point j'avais l'air calme. Ma mère a levé les yeux. Elle a essayé de sourire, mais a échoué. Amandine, chérie, tu es rentrée. Comment était Genève? Ne fais pas ça, ai-je dit. Où est ma voiture, maman? Elle s'est levée et s'est approchée de moi, essayant de poser ses mains sur mes bras. J'ai reculé. Je ne voulais pas qu'elle me touche. Nous devons en parler, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à un enfant. Chloé avait besoin de fonds. C'est juste pour un petit moment. J'ai regardé Chloé. Elle avait 27 ans et n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Des fonds pourquoi? C'est ma nouvelle entreprise, a glapi Chloé. Sa voix était vive, pleine d'une fausse excitation. C'est une ligne de vêtements de créateur. Une boutique en ligne. Ça va être énorme, Amandine. J'ai tout un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation? Ils avaient pris ma voiture, mes 6 années de travail, pour un tableau de visualisation. Vous avez mis ma voiture en gage, ai-je affirmé. Ce n'était pas une question. Nous ne l'avons pas mise en gage, Amandine, a sèchement répondu ma mère, comme si le mot était sale. Nous avons pris un petit prêt contre elle. Chloé a une idée merveilleuse et elle avait juste besoin d'un petit capital de départ. Tu sais, la famille, ça s'entraide. Cette phrase m'a frappé comme un coup de poing.
La famille, ça s'entraide. Chez les Dubois, c'était une rue à sens unique. Ça voulait dire qu'Amandine donne et Chloé prend. Ça voulait dire que j'étais la bête de somme et elle, le projet. Tu gagnes plein d'argent, a continué ma mère, sa voix se raffermissant. Elle construisait sa défense. Ce n'est qu'une voiture. Tu as du succès. Tu peux absorber ça. Chloé a juste besoin d'une chance. Ton père et moi étions d'accord. C'était une décision de famille. Je me suis tourné vers mon père. C'était un homme grand, mais à ce moment-là, il avait l'air si petit. Il fixait toujours sa tasse. Papa, tu as accepté ça? Tu les as laissés prendre ma voiture? Il m'a enfin regardé. Ses yeux étaient coupables, mais faibles. C'est ta sœur, Amandine. Elle avait juste besoin d'un petit coup de main. Je récupérerai la voiture quand, ai-je exigé. Quand son tableau de visualisation décollera? Elle n'a pas de business plan. Elle n'a aucune expérience. Vous ne lui avez pas donné un prêt. Vous lui avez donné ma voiture. Vous l'avez jetée à la poubelle. Tu comprendras quand ça marchera, a crié Chloé en se levant. Tu es juste jalouse. Jalouse que je fasse enfin quelque chose par moi-même. J'ai ri. C'était un son terrible. Ce n'était pas de l'humour. C'était du chagrin. C'était le son de quelque chose en moi qui se brisait pour la dernière fois. Par toi-même? Tu as utilisé ma voiture. Tu ne m'as même pas demandé. Tu m'as volé. Vous êtes restés là tous les deux à la laisser faire. Vous l'avez aidée. Ça suffit, a hurlé ma mère. Nous sommes tes parents. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. C'est fait. L'argent est déjà investi. Tu ne parleras pas à ta sœur de cette façon. Je l'ai juste regardé. Investi. Tout était parti. Ma voiture, mon travail, mon seul rêve solide, parti. J'ai ramassé mon sac. Je vais à l'hôtel. Ne sois pas dramatique, Amandine, a dit ma mère, exaspérée. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti par la porte d'entrée. Je suis monté dans ma voiture de location et je suis parti. J'ai pleuré tout le trajet jusqu'au Novotel. Je ne pleurais pas seulement pour la voiture. Je pleurais pour la petite fille qui vendait des crêpes le jour de son anniversaire. Je pleurais pour la diplômée universitaire assise seule dans les gradins. Je pleurais parce que j'avais enfin compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur utilité. J'ai pris une chambre à l'hôtel. Je me suis assise sur le lit dans la chambre sombre et stérile. Le choc se dissipait et une colère froide et dure prenait sa place. Je connaissais ma famille. Je savais qu'ils mentiraient. Je savais qu'ils cacheraient les détails. Je devais connaître la vérité. Cette nuit-là, je suis retourné. J'ai garé la voiture de location plus loin dans la rue. J'ai attendu de voir les lumières s'éteindre une par une. J'avais encore mon ancienne clé de la maison. Je suis entré. La maison était silencieuse. Je suis allé directement à la cuisine. Mon père vidait toujours la poubelle avant de se coucher, mais il était paresseux. Il sortait le sac de la poubelle et le laissait noué près de la porte arrière pour le sortir le matin. J'ai trouvé le sac. J'ai lentement, silencieusement, dénoué le nœud. Je n'ai pas eu à chercher loin. Au-dessus, il y avait un morceau de papier jaune froissé, un reçu. Je l'ai lissé sous la lumière de mon téléphone. Prêt sur gage du centre. J'ai vu la description de l'article, Alpine à 110 2021, bleu. J'ai vu le montant du prêt, 45 000 €, et j'ai vu la date d'échéance. C'était dans 30 jours. Mais ce n'était pas le pire. Au bas du reçu, il y avait une ligne pour la signature du client. Je connaissais l'écriture de ma mère. Je connaissais celle de mon père. Celle-ci était différente. Elle était tremblante. Elle essayait d'imiter mon écriture. Quelqu'un avait signé mon nom. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ce n'était pas une décision de famille. Ce n'était pas un prêt. C'était un crime. Ils n'avaient pas seulement pris ma voiture. Ils avaient imité ma signature. Ils avaient commis une fraude. J'ai pris une photo du ticket. Je l'ai remis dans la poubelle, j'ai noué le sac et je suis parti. Je suis sorti de cette maison pour la dernière fois. Ils n'avaient pas seulement mis ma voiture en gage.
Il m'avait mis en gage. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil. Je n'avais pas dormi. Je suis resté assise dans la chambre d'hôtel à fixer la photo du ticket de prêt sur gage sur mon téléphone. La signature tremblante, Amandine Dubois. On aurait dit une parodie de mon nom. Je me suis habillé. J'ai mis mes vêtements de travail, un blazer noir bien coupé, un pantalon et des talons bas. J'avais l'impression de mettre une armure. J'ai rassemblé mes documents, mon permis de conduire, mon passeport, mon badge d'employé d'Euroconsulting, une copie de la carte grise de la voiture, que je gardais toujours dans mes dossiers personnels. J'ai tout mis dans un classeur en cuir soigné. J'étais calme. J'étais concentré. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était une transaction commerciale qui avait mal tourné. J'ai conduit jusqu'au prêt sur gage du centre. C'était dans un quartier mal famé de Lyon. Les fenêtres étaient grillagées. L'enseigne au néon ouvert clignotait même en plein jour. J'ai garé la voiture de location sur le petit parking fissuré. Je suis entré. L'air à l'intérieur était épais. Ça sentait la cigarette froide, le désespoir et le désodorisant bon marché aux agrumes. Un homme et une femme se disputaient au comptoir avec un employé à voix basse et rageuse à propos d'une guitare. Je suis resté en retrait et j'ai attendu. Je n'avais rien à faire ici. Ma voiture n'avait rien à faire ici. Finalement, ce fut mon tour. L'homme derrière le comptoir s'appelait Gérard Martin. Son badge était épinglé de travers sur son polo. Il avait l'air fatigué. Il avait des poches sous les yeux. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, sans lever les yeux de son ordinateur. « Je suis ici pour un véhicule », ai-je dit. Ma voix était stable. Une Alpine à 110 bleue de 2021 déposée il y a environ 5 jours. Là, il a levé les yeux. Il était surpris. Je ne devais pas ressembler à sa clientèle habituelle. « C'est vous qui l'avez mise en gage. »« Non », ai-je dit. « Je suis celle qui la possède. Elle a été déposée sans ma permission. » Gérard a soupiré. Il avait déjà entendu ça. « Madame, je ne peux vous donner aucune information à moins que vous ne soyez la personne sur le ticket. »« J'ai le numéro du ticket », ai-je dit. Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Il l'a tapé. « Ouais, l'Alpine. »« Belle voiture », a-t-il dit. « Près de 45 000, plus les frais de gardiennage et les intérêts. Tout est dans le dossier. » Il a sorti un épais dossier en manie d'une armoire derrière lui et l'a posé sur le comptoir. « Je dois voir l'accord de prêt », ai-je dit. Il a hésité. « Normalement, je ne suis pas censé. »« Je suis Amandine Dubois », ai-je dit. J'ai fait glisser mon permis de conduire sur le comptoir. Mon nom est sur ce dossier. Je dois voir la signature. Il a regardé mon permis. Il m'a regardé. Il a ouvert le dossier et l'a tourné pour que je puisse voir. C'était là, le document de prêt officiel. Et en bas, la signature, Amandine Dubois. C'était encore pire que sur le reçu. Le A était trop rond. La boucle du D était bancale, et le S final de Dubois était plat. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit doucement. L'expression de Gérard est passée de fatigué à agacé. Madame, nous avons la carte grise. Nous avons la signature. La personne avait une pièce d'identité valide. Non, ce n'est pas le cas, ai-je dit. J'ai ouvert mon classeur. J'ai posé mon passeport à côté de mon permis de conduire. Puis j'ai pris un stylo de mon sac, attrapé un bout de papier sur le comptoir et signé mon nom. Voici ma signature. Regardez la courbe du S final. Regardez le A, comparez-les. J'ai montré le faux. C'est une fraude. Gérard Martin n'était pas un homme stupide. Il a regardé le document falsifié. Il a regardé mes 3 pièces d'identité. Il a regardé la signature que je venais d'écrire. Le sang a quitté son visage. Il savait que j'avais raison. Un instant, a-t-il marmonné. Il a pris le dossier et a disparu dans un bureau à l'arrière. J'ai attendu. J'ai regardé le mur de guitare derrière le comptoir. J'ai regardé la vitrine de triste bague d'occasion. J'avais froid. C'était réel. Un nouvel homme est sorti. Il était plus âgé, portait une cravate bon marché et une expression tendue. Ce devait être le directeur. Madame, je suis Monsieur Durand.
Gérard me dit qu'il y a une divergence avec votre véhicule. Je l'ai expliqué à nouveau, calmement, simplement. Ma famille a mis ma voiture en gage sans ma connaissance. Ils ont imité ma signature sur le document de prêt. Vous êtes en possession d'un véhicule volé. Monsieur Durand était tout en affaires. Il savait ce que cela signifiait. Il connaissait les ennuis juridiques dans lesquels sa boutique se trouvait pour avoir accepté un prêt sur titre frauduleux. Il a parcouru le dossier. La personne qui l'a apporté avait une copie de votre passeport. Mes parents, ai-je dit, ils ont dû la prendre dans mes dossiers chez eux. C'était une copie, pas l'original. Vous êtes légalement tenu de vérifier avec le document original. Votre employé ne l'a pas fait. Le visage de Monsieur Durand s'est crispé. Il était en colère maintenant, mais pas contre moi. Il était en colère contre son employé et contre ma famille. Il est retourné au bureau. Je l'ai entendu au téléphone. Il parlait vite. Il parlait à ses avocats. Il est revenu. Son visage était pâle. Madame. Madame Dubois. Mademoiselle Dubois, ai-je corrigé. Mademoiselle Dubois. Il semble que vous ayez raison. La signature ne correspond pas à votre pièce d'identité. La pièce d'identité utilisée était une photocopie. C'est un problème sérieux. Oui, ça l'est, ai-je dit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous devons traiter cela comme un crime, a-t-il dit en se frottant le front. Nous allons, bien sûr, coopérer pleinement. Nous devons déposer une plainte à la police immédiatement. Nous remettrons le dossier, les images de surveillance de la personne qui l'a apporté, tout. La police récupérera votre véhicule. Il a tendu la main vers le téléphone. Mon cœur battait la chamade. Une plainte à la police. C'était le moment. Je pouvais les envoyer en prison. Ma mère. Mon père. Chloé. J'ai imaginé ma mère se faisant menotter. J'ai imaginé le visage de mon père. J'ai imaginé la vie de Chloé être finie. Ce serait la justice. Mais je l'ai arrêté. Non. Monsieur Durand s'est arrêté, la main sur le téléphone. Quoi? Madame, c'est un crime. Usurpation d'identité. Fraude au titre de propriété. Je sais ce que c'est, ai-je dit. Ma voix était basse. Mais je ne dépose pas de plainte. Pas encore. Mais pourquoi? Ils vous ont volé. C'est ma famille, ai-je dit, les mots avaient un goût de cendre. Avant d'appeler la police, je vais leur donner une chance de réparer ça. Quel est le montant total dû, avec tous les frais, pour récupérer ma voiture aujourd'hui? Il a tapé sur son ordinateur. Avec les intérêts, le gardiennage et les pénalités. 47 250 €. J'ai hoché la tête. Et combien de temps ai-je avant que le prêt ne soit en défaut et que la voiture ne soit vendue aux enchères? 30 jours à compter de la date du prêt. Donc, il vous reste 25 jours. Merci, monsieur Durand, ai-je dit. J'ai ramassé mes pièces d'identité et les ai remises dans mon classeur. Vous n'appellerez pas la police. Vous attendrez. Si ma famille ne vous rembourse pas, je le ferai. Et ensuite, je m'occuperai d'eux. Mais je ne les envoie pas en prison. Pas avant d'avoir planifié comment. Je suis sorti du prêteur sur gage. Le soleil était brillant et me faisait mal aux yeux. J'avais la vérité. J'avais le pouvoir. J'avais la confirmation que c'était une fraude. Et maintenant, j'avais un choix. Je n'étais pas prête à les détruire. J'étais prête à leur faire comprendre. J'étais prête à les faire payer. Je suis retourné à l'hôtel, mais je ne pouvais pas entrer. Je ne pouvais pas m'asseoir dans cette chambre calme et vide. Je ressentais trop de colère. La confirmation du prêteur sur gage avait empiré les choses. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une mauvaise décision. C'était un crime froid et calculé. Ils avaient falsifié mon nom. Je me suis retrouvé à conduire vers la maison de mes parents. Je ne savais pas pourquoi. J'ai garé la voiture de location dans la rue. Je suis juste resté assise là à regarder la maison où j'ai grandi. Elle avait l'air si normale. Une belle maison de banlieue à Lyon. Pelouse verte. Un grand chêne dans lequel je grimpais. On aurait dit une maison heureuse. C'était un mensonge.
J'ai vu que la voiture de ma mère était partie. Le camion de mon père était parti. La nouvelle Peugeot 208 rouge de Chloé, celle qu'il lui avait achetée pour Noël, était également partie. Elle était probablement en train d'investir mes 45 000 € dans des tableaux de visualisation. Je suis entré. La maison était vide. Le silence était lourd. Je suis allé dans le salon. Sur la bibliothèque, il y avait une rangée d'épais albums photos reliés en cuir. Ma mère adorait prendre des photos. J'en ai sorti un. Chloé et Amandine, 1996 à 2005. Je l'ai ouvert. Les 10 premières pages étaient toutes consacrées à Chloé. Le premier récital de ballet de Chloé. Ma mère au premier rang en train d'applaudir. Le premier match de baseball de Chloé. Mon père est l'entraîneur. J'ai tourné quelques pages. J'ai trouvé mon 9e anniversaire. Il y avait une photo. Moi dans le jardin avec un gâteau acheté en magasin. La page suivante était le 7e anniversaire de Chloé. Une double page entière. Un château gonflable, un clown, 20 autres enfants. J'ai sorti un autre album. Les années lycée. Celui-ci était presque entièrement consacré à Chloé. Page après page. Chloé au bal de promo dans une robe bleue scintillante. Chloé à son concert de chorale. Chloé dans son uniforme de pom-pom girl. Chloé, Chloé, Chloé. J'ai trouvé la section pour son 16e anniversaire. La grande fête, le DJ, l'énorme gâteau, ma mère et mon père la serrant dans leurs bras, tous deux rayonnant de fierté. J'ai cherché mes photos. J'en ai trouvé une de moi à ma remise de diplôme du lycée. J'étais debout seul, tenant mon diplôme. J'étais major de ma promotion. Je me suis souvenu de ce jour. Mes parents étaient là, mais ils se sont assis au fond. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire d'histoire. Après la cérémonie, ils ont dit qu'ils étaient pressés. Chloé avait un tournoi de football. Nous ne sommes même pas sortis pour un déjeuner de célébration. J'ai continué à feuilleter. J'ai trouvé les photos de Noël 2018. Chloé criant de joie, serrant mon père dans ses bras devant sa nouvelle voiture rouge. Il y avait une douzaine de photos de la voiture, de Chloé au volant. J'ai trouvé une photo de moi de ce jour-là. J'étais assise sur le canapé, tenant le pull beige. Mon sourire était crispé. J'avais l'air fatigué. J'avais l'air invisible. J'ai fermé le livre. J'ai eu la nausée. Tout était là. Ce n'était pas dans ma tête. Je n'étais pas trop sensible comme ma mère le disait toujours. C'était la vérité, documentée en photos brillantes 10x15. J'étais la responsable. J'étais la fiable. Donc, j'étais l'invisible. Chloé était le projet. C'était elle qui avait besoin d'aide et de soutien. J'étais juste la banque. Je suis resté assise là, par terre, entouré de preuves de ma négligence émotionnelle, et le téléphone de la maison a sonné. Ça m'a surprise. J'ai regardé l'identification de l'appelant. Oncle Laurent. Oncle Laurent était le frère de mon père. Il était différent. Il était de la même trempe que mon grand-père, Robert. Il parlait franchement. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. J'ai décroché le téléphone. Amandine, c'est toi. Sa voix était un grondement profond. Salut, oncle Laurent. Je suis content de t'avoir. Ton père m'a appelé ce matin. Mon estomac s'est noué. Ah oui. Il essayait de raconter une histoire. Il voulait que je te parle pour te raisonner. Il a dit que tu étais contrarié à propos d'un peu d'argent pour Chloé. Il t'a dit ça? Oui. Et je lui ai dit qu'il était un imbécile. La voix de mon oncle était en colère. Ensuite, j'ai appelé ta mère. C'est contre elle que j'étais vraiment en colère. Elle est déjà en train de déformer l'histoire, Amandine. Elle appelle toute la famille. Elle dit à tout le monde que tu es égoïste, que tu es assise sur une pile d'argent de ton travail de luxe et que tu ne veux pas aider ta pauvre sœur. J'ai fermé les yeux très fort. Bien sûr qu'elle faisait ça. Elle me faisait passer pour la méchante. Ne crois pas un mot de tout ça, ma petite, a dit oncle Laurent, sa voix dure. Je savais que ça allait arriver. Ils ont laissé Chloé s'en tirer avec toute sa vie. Et toi? Tu en as payé le prix. Ce qu'ils ont fait est mal. Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol.
Ne les laisse pas te manipuler. Les larmes me sont montées aux yeux. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille prenait mon parti. La première fois que quelqu'un validait mes sentiments. Merci, oncle Laurent. C'est pire que tu ne le penses. Ils ont imité mon nom. La ligne est restée silencieuse. Ils ont fait quoi? A-t-il dit. Philippe a laissé faire ça? J'étais au prêteur sur gage ce matin. Je l'ai confirmé. C'en est trop, a-t-il dit. J'arrive. Je serai là demain. Ne fais rien. Ne leur parle pas. Toi et moi allons gérer ça. Ce n'est pas seulement mal. C'est criminel. Il a raccroché avant même que je puisse dire au revoir. J'ai senti une petite lueur d'espoir. Je n'étais pas seul. Quelques minutes plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. J'ai regardé l'identification de l'appelant, tante Isabelle, la sœur de ma mère, la loyale soldate de ma mère. Je savais ce que serait cet appel. Je l'ai laissé sonner. Il est allé sur la messagerie vocale. Il a immédiatement sonné à nouveau. Elle n'allait pas abandonner. J'ai décroché. Bonjour, Amandine. Ma chérie. Oh, Dieu merci. J'étais si inquiète. Sa voix était mielleuse, mais avec une pointe acérée. Ta mère m'a appelé. Elle est tout simplement anéantie. Elle est si inquiète pour Chloé. Et elle est si blessée par la façon dont tu agis. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Amandine, ils essayaient juste d'aider ta sœur, a dit tante Isabelle, sa voix pleine d'une fausse sympathie. Tu sais à quel point c'est difficile pour Chloé. Elle est si créative, mais elle a juste du mal. Toi. Tu as toujours été la forte, l'intelligente. Tout te vient si facilement. Facilement. Mes semaines de 70 heures étaient faciles. Ne peux-tu pas montrer un peu de compassion, chérie? A-t-elle insisté. Ce n'est qu'une voiture. La famille est plus importante qu'un morceau de métal. Ta mère a peur que tu ne divises la famille à cause de ça. Pardonne-leur. C'est ce que fait la famille. La rage qui montait en moi est devenue parfaitement froide. Elle avait raison. J'allais diviser la famille. J'allais la diviser en deux. Tante Isabelle, ai-je dit, ma voix plate. Ils n'ont pas emprunté ma voiture. Ils ont commis un crime. Ils ont imité ma signature et volé 45 000 € en mon nom. Oh, Amandine, ne sois pas si dramatique, s'est-elle moquée. Crime est un mot si laid. Ce sont tes parents. Ils l'ont fait pour ta sœur. C'est le mot correct, ai-je dit. Tu dois laisser tomber cette histoire, a-t-elle ordonné, sa voix perdant sa douceur. Tu contraries ta mère. Tu es égoïste. J'ai regardé l'album photo par terre. J'ai vu mon petit visage invisible. J'ai vu la vie brillante, célébrée de Chloé. Au revoir, tante Isabelle, ai-je dit. Amandine, tu m'écoutes. J'ai raccroché le téléphone. J'ai appuyé sur le bouton off et mis fin à l'appel. Je n'allais pas discuter. Je n'allais pas crier. C'était fini. Les lignes étaient tracées. Oncle Laurent était en route. Le prêteur sur gage attendait. Et ma famille. Ma famille n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Après avoir quitté la maison de mes parents, je suis retourné à l'hôtel. Je suis resté dans ma chambre pendant 1 heure. J'ai regardé les murs beiges. J'ai laissé le silence s'installer. Ma colère avait disparu. Elle s'était consumée. Et maintenant, je me sentais juste froide et lourde, comme une pierre. J'avais la vérité. J'avais les albums photos. J'avais oncle Laurent en route. J'avais la confirmation du prêteur sur gage. J'avais le crime, mais il me manquait une pièce. Je devais voir Chloé. Je devais voir son visage. Je devais entendre sa version sans personne d'autre dans la pièce. Je devais la regarder dans les yeux. J'ai pris mon téléphone. Je lui ai envoyé un texto. Mes doigts étaient stables. Café, midi. Le pot de cuivre, rue principale. Juste nous deux. Elle l'a lu presque immédiatement. Les 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Elle tapait puis effaçait. Elle montrait probablement à ma mère, essayant de trouver la bonne chose à dire. Finalement,
Un simple hoquet est arrivé. Le pot de cuivre était un endroit neutre. Nous y étions allés parfois au lycée. Ça sentait le café brûlé et les muffins sucrés. Je suis arrivé 20 minutes en avance. J'ai commandé un café noir. Je ne voulais pas de muffins. Je me suis assise à une petite table dans le coin arrière, face à la porte. J'ai attendu. Elle était en retard. Bien sûr, elle l'était. Chloé n'avait jamais été à l'heure de sa vie. Ça faisait partie de son chaos. Les gens devaient toujours attendre Chloé. Elle est finalement arrivée à 12h15. Elle portait de grandes lunettes de soleil sombre, une veste de créateur et un jean qui coûtait plus cher que ma première voiture. Même quand elle prétendait être une victime, elle avait l'air chère. Elle m'a vu et a tressailli comme si elle se rendait au bureau du directeur. Elle s'est glissée dans la banquette. Elle a gardé ses lunettes de soleil. « Salut, Amandine », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas dit bonjour. Je l'ai juste regardée. J'ai attendu. Elle a enlevé les lunettes de soleil. J'avais raison. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle avait pleuré, mais je n'ai pas eu pitié d'elle. Je ne ressentais rien du tout. Maman m'a dit que tu es allée à la maison, a-t-elle dit. Où est l'argent, Chloé, ai-je demandé. Elle a baissé les yeux sur la table. Il est investi. Je te l'ai dit. J'ai un fournisseur. J'ai payé pour l'inventaire et le concepteur du site web et le marketing. Montre-moi le business plan, ai-je dit. Quoi? Elle avait l'air confuse. Le business plan? Le plan que tu as montré à maman et papa. Le plan qui était si bon qu'ils ont accepté de commettre une fraude et de mettre ma voiture en gage. Montre-le-moi, tout de suite. Elle a hésité. Ses mains tremblaient. Amandine, ce n'est pas finalisé. Montre-le-moi ou je me lève et je sors. Et la prochaine personne à qui je parle est un policier. Ce mot. Police. Ça l'a frappé. Elle a fouillé dans son sac à main cher et en a sorti un dossier. C'était un dossier scolaire rose et fragile. Elle l'a lentement glissé sur la table. Je l'ai ouvert. J'ai regardé fixement. Je pensais que j'étais préparé. Je ne l'étais pas. Ce n'était pas un business plan. C'était un album de scrapbooking. La première page était un tableau de visualisation. Elle avait découpé des images de magazines, Vogue, Elle, des photos de mannequins sur des plages, des photos de chaussures chères. Au milieu, elle avait utilisé un stylo à paillettes pour écrire le placard de Chloé, le futur de la mode. J'ai tourné la page. C'était une liste de noms pour sa marque. Des noms comme Chloé Chic et Label Chloé. J'ai tourné la page suivante. Il y avait quelques feuilles de papier d'imprimante. Elle avait fait des croquis. C'étaient des croquis de simples t-shirts et de robes d'été. Ils étaient mauvais. On aurait dit des dessins d'enfants. La dernière page était une seule feuille avec quelques chiffres. Site web, 5 000 €. Marketing, Instagram, 10 000 €. Inventaire, premier lot, 30 000 €. C'était tout. Pas de contrat de fournisseur. Pas de modèle financier. Pas de projection de profit et pertes, pas d'étude de marché, pas de logistique. C'était 45 000 € de mon argent parti sur la base de coupures de magazines et de colle à paillettes. J'ai fermé le dossier. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je l'ai regardé. C'est ça, ai-je demandé. Ma voix était calme. Tu as volé ma voiture pour ça? C'est laquelle a craqué. Les larmes qu'elle retenait ont juste débordé. Elle s'est mise à sangloter en plein milieu du café. Les gens regardaient. Je ne savais pas que ce serait comme ça, a-t-elle pleuré en se tirant les cheveux. Je pensais que ce serait facile. Tu pensais que ce serait facile, ai-je répété. Les mots étaient morts. Oui, tu ne comprends pas, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Tout le monde te regarde toujours. Amandine, la grande consultante. Amandine, qui gagne tant d'argent. Amandine, si intelligente, si forte. Tu es parfaite. Je ne suis pas parfaite, Chloé. Je travaille. Je travaille tous les jours. Non, tu ne comprends pas, a-t-elle à moitié crié. Je voulais juste une chose. Je voulais une chance de prouver que je pouvais faire quelque chose.
Tout le monde me compare à toi. Toute ma vie, maman, papa, même oncle Laurent, c'est toujours, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Amandine? Je pensais que si j'avais ça, si j'avais cette seule chose réussie, il me verrait enfin. Je l'ai juste regardé. J'avais attendu toute ma vie des excuses, qu'elle voie ce qu'elle avait fait. Et la voilà, dans un café, en train de pleurer parce que c'était dur d'être ma sœur. Elle était à nouveau la victime. Elle avait volé mon rêve, ma sécurité, ma confiance, et c'était elle la victime. Une réalisation froide et dure s'est installée dans mon estomac. Elle ne comprendrait jamais. Elle en était incapable. C'était un trou noir. Mes parents avaient passé 27 ans à jeter leur amour, leur argent, et maintenant mon argent, dans ce trou noir. Il ne serait jamais rempli. J'ai commencé à glisser hors de la banquette. « Attends » a-t-elle dit en me saisissant le bras. Sa main était mouillée de larmes. J'ai retiré mon bras. « S'il te plaît, Amandine » a-t-elle murmuré. Elle était désespérée. « S'il te plaît, ne dis rien à la police. J'ai juste besoin d'un peu plus d'argent. » Je me suis figé. Je pensais avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Le type du site web. Il a dit qu'il avait besoin de plus pour la partie e-commerce, et le fournisseur veut plus d'avance. C'est juste un peu, peut-être 10 000. Si je peux juste le lancer, je sais que ça marchera. Je te rembourserai. Je te rembourserai tout. Je le jure. Je l'ai regardée. Elle me suppliait pour plus. Après tout, après la fraude, après le vol, elle me demandait 10 000 € de plus. C'était ça. Le dernier morceau de moi qui ressentait une connexion avec elle, un lien fraternel, s'est juste transformé en poussière. Je me suis levé. J'ai pris ma tasse de café. Pas un centime de plus, Chloé, ai-je dit. Ma voix était calme. Tu n'auras jamais un autre centime de ma part. Pas pour ça. Pas pour rien. Amandine, s'il te plaît. Tu ruines ma vie, a-t-elle pleuré. Tu as ruiné ta propre vie, Chloé. Tu as juste utilisé mon nom pour le faire. Je me suis éloigné de la table. Je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai laissée là, pleurant sur son album de scrapbooking. Elle voulait construire quelque chose. Elle voulait prouver qu'elle était spéciale. Mais elle était juste comme eux. Elle pensait qu'elle pouvait construire son avenir sur mes os. Pas cette fois. Oncle Laurent est arrivé ce soir-là. Il n'est pas allé chez mes parents. Il a pris une chambre dans mon hôtel. Nous nous sommes rencontrés dans le hall. C'était un grand homme, grand comme mon grand-père. Il m'a donné une forte étreinte d'un seul bras. « Ça va, ma petite » a-t-il demandé. « Ça ira » ai-je dit. « Bien, parce que nous n'allons pas laisser passer ça. » Nous avons passé 1 heure dans le centre d'affaires de l'hôtel. Je lui ai montré le ticket de prêt sur gage. Je lui ai parlé de la falsification. Je lui ai montré le business plan de Chloé. Son visage s'est assombri à chaque mot. Ils l'ont choyé jusqu'à en faire une criminelle, a-t-il dit. Et ton père, Philippe, il laisse Sylvie le dominer complètement. C'est un lâche. Il l'est, ai-je convenu. Demain, a dit oncle Laurent, nous mettons fin à tout ça. Nous y allons. Toi, moi, nous mettons tout sur la table. Fini les chuchotements. Fini le « ne contrarions pas Chloé ». Nous leur disons la vérité. Es-tu prête pour ça? Je suis prête, ai-je dit. J'étais prête. Mais eux ne l'étaient pas. Mon téléphone a sonné le lendemain matin. C'était ma mère. Sa voix était faussement joyeuse. Amandine, chérie, ton père et moi, nous voulons que tout le monde soit ensemble. Nous organisons un dîner de famille ce soir. 18 h, s'il te plaît, viens. Il est temps de parler. Je savais ce que c'était. C'était une convocation, une embuscade. Ils allaient serrer les rangs. Ils allaient me parler jusqu'à ce que j'accepte de pardonner et d'oublier. Je serai là, ai-je dit. Et j'amène oncle Laurent. La ligne est restée silencieuse. Laurent, pourquoi? C'est une affaire de famille. Il est de la famille, ai-je dit. On se voit à 18 h. J'ai raccroché avant qu'elle puisse discuter. Nous sommes arrivés à la porte à 18 h pile.
Mon estomac était noué, mais j'ai gardé un visage calme. Je portais mon classeur en cuir. Ma mère a ouvert la porte. Quand elle a vu oncle Laurent derrière moi, son visage est devenu pâle. Elle savait que ça n'allait pas se passer comme elle le voulait. Laurent, quelle surprise. Bonjour, Sylvie, a-t-il dit. Sa voix était froide. Nous sommes entrés dans la salle à manger. Ils avaient mis la table avec la belle porcelaine, les assiettes et l'argenterie chère que nous n'utilisions que pour Noël ou les grandes occasions. C'était une performance. Ils essayaient de prétendre que nous étions une famille normale et aimante ayant un dîner normal. C'était un signe de peur. Mon père était en bout de table. Chloé était assise à sa droite, les yeux fixés sur son assiette. Elle avait l'air terrifiée. Amandine, Laurent, content que vous ayez pu venir, a marmonné mon père, sans me regarder dans les yeux. Passons les banalités, Philippe, a dit oncle Laurent, en tirant une chaise pour moi puis en s'asseyant lui-même. Nous sommes contents que tu sois là, Amandine, a dit ma mère, ignorant Laurent et essayant de me sourire. Elle s'est assise. Je sais que les choses ont été tendues. Chloé passe un très mauvais moment en ce moment. Son idée? Eh bien, ça ne marche pas. Elle va perdre l'argent. Elle préparait le terrain. Chloé a échoué. Pauvre Chloé. Nous devons tous avoir pitié de Chloé. Ce n'est pas un échec, maman, ai-je dit, ma voix coupant la tension. C'est un vol. Ma mère a tressailli. C'est un mot terrible, Amandine. C'est le mot juste, ai-je dit. Voyons, chérie, a finalement parlé mon père, essayant de paraître paternel. Nous essayons juste d'aider ta sœur. Nous pensions aider en commettant une fraude, ai-je demandé. J'ai posé mon classeur en cuir sur la table. Il a fait un bruit sourd. C'est comme ça que vous aidez les gens? En imitant leur signature, en volant leurs biens? Chloé a fondu en larmes. Je ne voulais pas, tais-toi, Chloé, a dit oncle Laurent. Il ne criait pas, mais sa voix avait tellement d'autorité qu'elle s'est instantanément arrêtée. Nous pensions que tu comprendrais, a murmuré ma mère. Nous allions le rembourser avant même que tu ne le saches. Je ne crois pas, ai-je dit. J'ai ouvert le classeur. J'ai sorti le premier papier. J'avais imprimé les articles du Code pénal français sur l'usurpation d'identité. J'avais imprimé les peines pour la fraude au titre de propriété. J'ai fait glisser le papier sur la table vers mon père. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, les mains tremblantes. C'est votre avenir, papa. 2 à 5 ans de prison. Le faux et usage de faux est un crime. L'usurpation d'identité aussi. Tu n'as pas seulement aidé Chloé. Toi et maman avez commis plusieurs crimes. Vous êtes tous les trois impliqués. Le visage de ma mère est devenu blanc. On aurait dit qu'elle allait être malade. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle murmuré. Tu n'enverrais pas tes propres parents en prison. Nous sommes ta famille. Tu continues d'utiliser ce mot, ai-je dit, ma voix basse. Je ne pense pas que tu saches ce qu'il signifie. Vous n'étiez pas une famille quand vous avez signé mon nom. Vous n'étiez pas une famille quand vous avez laissé Chloé faire ça. Vous étiez juste des voleurs. J'ai regardé ma mère. Je ne veux pas, mais je le ferai si je le dois. Vous ne m'avez laissé aucun autre choix. La pièce était complètement silencieuse. Le seul son était les sanglots silencieux et saccadés de Chloé. Mon père fixait le papier. Ma mère me fixait. Elle m'a enfin vu. Elle a vu que je n'étais plus sa petite fille. J'étais celle qui avait tout le pouvoir. La sonnette a retenti. Nous avons tous sursauté. Ma mère avait l'air confuse. Je n'attends personne. Elle s'est levée et est allée à la porte. Nous avons entendu des voix. Un instant plus tard, ma mère est revenue dans la salle à manger. Son visage était sombre. Ma meilleure amie, Camille, était avec elle. J'étais stupéfaite. Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Camille m'a regardé, puis ma famille. Son visage était en colère. Ton oncle m'a appelé, Amandine. Il m'a dit ce qui se passait. Je ne vais pas te laisser traverser ça toute seule. Oncle Laurent s'est levé. Je l'ai appelé parce que ce n'est pas seulement une affaire de famille, Sylvie. C'est une intervention. Et Amandine a besoin de sa vraie famille ici.
Camille s'est approchée et s'est tenue juste derrière ma chaise. Oncle Laurent s'est assis à côté de moi. Ce que vous lui avez fait, Philippe, a dit oncle Laurent, sa voix tremblant de colère, est impardonnable. Ce n'est pas aider votre fille. C'est la détruire. Vous avez fait ça toute sa vie. Vous en choyez une et vous abusez de l'autre. Vous avez sacrifié Amandine depuis assez longtemps. Il a pointé mon père du doigt. Tu es un homme faible, et toi, a-t-il dit à ma mère, tu es une harceleuse. Tu empoisonnes cette famille depuis 30 ans. Mais ça s'arrête ce soir. Il m'a regardé. Il a posé sa main sur mon épaule. Camille a posé sa main sur mon autre épaule. Quelqu'un doit parler pour Amandine, a-t-il dit, sa voix rauque. Et à partir de maintenant, ce sera nous. J'ai regardé mes parents. Ils étaient là, en infériorité numérique et déjoués. Mon père avait l'air brisé. Ma mère avait l'air, pour la première fois de sa vie, vaincue. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas l'invisible. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en infériorité numérique à la table de ma propre famille. La confrontation à la table du dîner n'était pas la fin. C'était le début. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Monsieur Durand du prêteur sur gage. Sa voix était nerveuse. Mademoiselle Dubois, nous avons un problème. Nos assureurs examinent le prêt frauduleux. Ils veulent que la voiture soit retirée de nos comptes. Ils avancent la date de la vente aux enchères. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Vous aviez dit que j'avais 25 jours. C'est vrai, mais la fraude change les choses. Ils ne veulent pas être responsables. Ils vous donnent 10 jours. 10 jours pour payer le montant total. 47 250 €. Si vous ne le faites pas, elle part en vente aux enchères publiques. Je suis désolé. Mes mains sont liées. 10 jours. 10 jours pour trouver près de 50 000 €. J'ai raccroché. J'ai appelé oncle Laurent et Camille. Nous nous sommes retrouvés dans ma chambre d'hôtel. Je tremblais. Ils ne peuvent pas faire ça, ai-je dit. Si, ils le peuvent, ma petite, a dit oncle Laurent. C'est leur propriété jusqu'à ce que ce soit payé. Et en ce moment, c'est une patate chaude. Alors, qu'est-ce qu'on fait, a demandé Camille. Tu as autant de liquide, Amandine? Non, ai-je dit, la voix tendue. Pas en liquide. La plupart de mon argent est dans des comptes de retraite et des actions. Si je le retire, les pénalités seront énormes, et ça prendrait des jours. Nous n'avons pas des jours. Alors, ils doivent payer, a dit oncle Laurent. Il a pris son téléphone. J'appelle ton père. Il l'a mis sur haut-parleur. Mon père a décroché à la première sonnerie. Laurent. Philippe, vous avez un nouveau problème. Le prêteur sur gage vend la voiture dans 10 jours. Vous devez trouver 47 250 € maintenant. La ligne était silencieuse. J'ai entendu la voix de ma mère en arrière-plan. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Nous n'avons pas ça, Laurent, a dit mon père. Sa voix était un faible murmure. Nous n'avons rien qui s'en approche. Alors, vous feriez mieux de le trouver, a dit oncle Laurent. Vendez la voiture de Chloé. La rouge que vous lui avez achetée. C'est un début. Vendez les bijoux de votre femme. Prenez une deuxième hypothèque sur la maison. Je m'en fiche. Vous avez créé ce gâchis. Vous avez 10 jours pour le réparer. Ou Amandine va à la police. C'est votre seule chance. Il a raccroché. Les 10 jours suivants ont été les plus longs de ma vie. C'était un compte à rebours vers la rédemption ou un compte à rebours vers la ruine. La course a commencé. C'était pathétique à voir. Chloé a mis sa Peugeot 208 rouge en vente, mais elle l'avait maltraitée. Elle était sale. Elle avait fumé dedans. La meilleure offre qu'elle a eue était de 8 000 €, bien moins que ce qu'ils avaient payé. Elle l'a accepté. Elle a pleuré quand ils l'ont emmenée. Ma mère est allée chez un bijoutier. Elle est revenue avec 4 000 €. Elle avait vendu ses boucles d'oreilles en diamant et un collier de perles que ma grand-mère lui avait laissé. Elle ne voulait pas me regarder. Elle a juste posé l'argent sur la table de la chambre d'hôtel. Mon père, il s'est humilié. Il est retourné à l'usine, celle où il avait travaillé pendant 30 ans avant sa retraite. Il les a suppliés pour des quarts de nuit.
Il avait 64 ans et il était de retour sur le plancher de l'usine à charger des camions de minuit à 8 heures du matin. Ses mains étaient couvertes d'ampoulés à vif. Il rentrait épuisé et remettait quelques centaines d'euros en liquide. Chloé a essayé de vendre ses foulards et sacs de créateurs sur Vinted, mais c'était surtout des faux qu'elle avait achetés pour sauver les apparences. Elle a gagné 350 euros. C'était un cauchemar. Il se noyait. Pendant ce temps, je travaillais. Je ne pouvais pas juste rester assise à regarder. Je sauvais ma voiture. J'ai appelé mon directeur chez Euroconsulting. Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale. J'ai expliqué que j'avais besoin de ma prime de performance trimestrielle payée en avance. Je venais de conclure l'affaire de Genève. Je l'avais mérité. C'était un homme bon. Il n'a pas posé de questions. Il a fait accélérer les choses. Le lendemain, 15 000 euros sont arrivés sur mon compte. Je ne l'ai pas dit à ma famille. C'était mon argent, mon filet de sécurité. À 3 jours de la fin, nous nous sommes tous retrouvés à l'hôtel. Oncle Laurent, Camille et moi d'un côté de la pièce, mes parents et Chloé de l'autre. Ils avaient l'air affreux. Mon père avait perdu du poids. Les yeux de ma mère étaient cernés par l'épuisement. « Combien avez-vous » a demandé oncle Laurent. Mon père a posé une liasse de billets et un chèque de banque sur la table. C'est 19 500 euros. C'est tout ce que nous avons. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions. Nous avons essayé d'obtenir un prêt, mais la banque a dit non. 19 500 euros. Ce n'était rien. J'ai regardé mon propre compte en banque sur mon téléphone. Ma prime de 15 000 euros. Il nous manquait encore de l'argent. Il nous manquait 12 750 euros. Ce n'est pas assez, ai-je dit, ma voix plate. Ce n'est même pas proche. Ma mère s'est mise à sangloter. Nous avons essayé, Amandine. Nous avons essayé. Il ne reste plus rien. Alors c'est tout, ai-je demandé. Après tout ça, après avoir ruiné mon crédit, après avoir imité mon nom. Vous échouez simplement et je perds ma voiture? C'est comme ça que ça se termine? Personne n'a rien dit. Ils fixaient juste le sol. Ils avaient encore échoué. J'ai ressenti une colère froide et dure. Je leur avais donné une chance. Je les avais laissés essayer de réparer ça et ils n'en étaient même pas capables. Oncle Laurent m'a regardé. Il a vu l'expression sur mon visage. Il a soupiré. Il a sorti un chéquier de la poche de sa veste. Vous êtes tous pathétiques, a-t-il dit à mes parents. Il a rempli un chèque. Il ne l'a pas fait à leur nom. Il l'a fait au mien. Amandine Dubois. Il l'a déchiré et l'a fait glisser sur la table. C'était pour 13 000 euros. Laurent, non, ai-je murmuré. La famille, ça s'entraide, a-t-il dit en regardant mon père. De la bonne manière. Ce n'est pas un cadeau. C'est un prêt, et vous allez tous me rembourser après avoir remboursé Amandine. Le lendemain matin était le 10e jour. Le dernier jour. Je suis entré dans la banque avec ma prime de 15 000 euros, les 19 500 euros de ma famille, et le chèque de 13 000 euros de mon oncle. Je les ai tous fait convertir en un seul chèque de banque. J'ai conduit seul jusqu'au prêt sur gage du centre. Je suis entré. Monsieur Durand m'attendait. Il avait l'air stressé. Mademoiselle Dubois. Vous avez réussi. J'ai le chèque, ai-je dit. Je le lui ai tendu. Il l'a regardé. Il a compté les zéros. Il l'a passé dans une machine. Il a hoché la tête. C'est correct. 47 250 euros. Il a tapé sur son ordinateur pendant 5 minutes. Le silence était assourdissant. Finalement, j'ai entendu une imprimante. Il a imprimé un reçu. Payé en totalité. Il l'a signé. Il l'a tamponné. Il me l'a tendu. Je vais demander à quelqu'un de ramener la voiture, a-t-il dit. J'ai attendu dehors sur le parking fissuré. 1 minute plus tard, je l'ai entendu. Le grondement bas et profond du moteur. Mon moteur. Elle a tourné au coin de la rue. Elle était sale d'être restée là, mais elle était magnifique. L'homme est sorti et m'a tendu les clés. Je suis monté. J'ai fermé la porte. J'ai senti l'odeur du cuir. J'ai posé mes mains sur le volant.
Les clés étaient chaudes dans ma paume. Le moteur ronronnait comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai passé une vitesse et je suis sorti du parking du prêteur sur gage. Je suis parti. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste conduit. J'avais récupéré ma voiture. Mais tout avait changé. J'ai passé les 3 jours suivants dans mon hôtel, juste à travailler. Je devais retourner à ma vraie vie. Je devais me concentrer sur autre chose que ma famille. J'avais ma voiture garée en sécurité dans le garage de l'hôtel. Mais je n'avais pas terminé. Puis le texto est arrivé. C'était de ma mère. Dîner dimanche, 17h. Papa fait des steaks grillés. S'il te plaît, viens. Nous devons parler. Mon premier instinct a été de dire non. J'étais fatigué de leur dîner. J'étais fatigué de leurs discussions. Mais oncle Laurent, qui rentrait chez lui cet après-midi-là, m'a dit d'y aller. Vas-y, a-t-il dit. Vois ce qu'ils ont à dire. Mais n'ose pas leur pardonner. Pas encore. Alors j'y suis allé. J'ai conduit mon Alpine. Je l'ai garée dans l'allée. Ça faisait du bien de la voir là. Je suis entré. La maison était silencieuse. La belle porcelaine était partie. Nous mangions dans les assiettes de tous les jours. Mon père était au barbecue. Ma mère était dans la cuisine. Chloé était sur le canapé, fixant la télé. C'était silencieux, gênant. Nous nous sommes assis pour manger. Les steaks étaient trop cuits. Personne n'a dit un mot pendant 10 minutes. C'était le repas le plus honnête que nous ayons jamais eu. Finalement, mon père a posé sa fourchette. Il s'est essuyé la bouche. Il a sorti un morceau de papier plié de la poche de sa chemise. Il m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. J'ai écrit quelque chose, a-t-il dit. Sa voix était épaisse. Il a déplié le papier. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine le lire. Amandine, a-t-il commencé. J'ai trahi ta confiance. J'ai échoué en tant que père. Je suis resté là et j'ai laissé ta mère et ta sœur. Je les ai aidés. Je les ai aidés à te faire du mal. Je savais que c'était mal. J'étais un lâche. J'ai été un lâche toute ta vie. Je t'ai laissé tomber. Je suis tellement désolé. Il a posé le papier. Il ne pouvait pas me regarder. Il pleurait. Pas de gros sanglots, mais des larmes silencieuses et lourdes qui coulaient sur son visage et dans son assiette. Ma mère le regardait. Elle ne pleurait pas. Elle avait juste l'air vieille. Elle avait l'air brisée. Puis Chloé a murmuré, « Je te rembourserai, Amandine. Je rembourserai tout. Le tien et celui d'oncle Laurent. Je vais trouver un travail. Un vrai. J'ai postulé à la poste. Je te rembourserai. Chaque centime. » Je les ai regardés. Eux trois, vaincus. C'était ça. C'étaient les excuses. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la fin d'un chapitre. Je n'ai pas ressenti une vague d'amour pour eux. Je me sentais juste vide. C'était la prise de responsabilité. C'était le début. Mais ce n'était pas assez. Je suis contente que vous ressentiez ça, ai-je dit, ma voix égale. Parce que nous n'avons pas fini. Le lendemain, j'étais dans un immeuble de grande hauteur en centre-ville. Le bureau était tout en verre et en bois clair. Mon avocate, Maître Leclerc, était une femme vive et intelligente en tailleur bleu. Je l'avais trouvée en ligne. Elle était spécialisée dans les crimes financiers. J'avais passé 1 heure à lui exposer toute l'histoire. La voiture, le ticket de prêt, la falsification, le business plan, le compte à rebours. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Mademoiselle Dubois, soyons clairs. Vous avez un dossier très solide. Fraude au titre de propriété, usurpation d'identité, complicité. Avec votre témoignage et celui du directeur du prêteur sur gage, il pourrait aller en prison. Tous les 3. Vos parents pour la fraude. Votre sœur pour complicité et recel de fonds. Il serait presque certainement condamné. Elle a laissé cela en suspens. La prison. J'ai pensé aux mains tremblantes de mon père. J'ai pensé aux yeux vides de ma mère. J'ai pensé à Chloé postulant à un emploi à la poste. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison, ai-je dit.
Maître Leclerc a hoché la tête. Elle s'y attendait. Alors, que voulez-vous? Quelle est l'autre option? Je veux être remboursé, ai-je dit. Je veux tout récupérer. Les 47 250 €, les 13 000 € pour mon oncle, le coût de ma chambre d'hôtel pour 2 semaines, le coût de ma voiture de location, les honoraires de l'avocat pour cette réunion, tout. Et je veux que ce soit légal. Je veux que ce soit contraignant. Je veux qu'il soit lié à ça jusqu'à ce que ce soit terminé. Maître Leclerc a souri. C'était un sourire fin et acéré. Ça, je peux le faire. Elle a fait glisser un papier sur le bureau. C'était un modèle, un contrat de remboursement légal. Nous appellerons cela une reconnaissance de dette et un protocole d'accord transactionnel. Il détaillera la dette complète. Nous fixerons un échéancier de paiement. Nous inclurons des intérêts. Nous inclurons également une clause de reconnaissance de culpabilité. Cela signifie que s'il manque un seul paiement, vous pouvez les poursuivre en justice et obtenir un jugement pour le montant total restant immédiatement, sans procès. Pas de prison, mais c'est contraignant. C'est exécutoire. Ça les suivra pour toujours jusqu'à ce qu'ils soient quittes. Celui-là, ai-je dit. Faites celui-là. Nous avons passé 1 heure à le rédiger. Le montant total s'élevait à 64 300 €. Nous avons fixé le paiement à 1 000 € par mois. Il leur faudrait plus de 5 ans pour le rembourser. J'ai organisé la réunion finale. Le dimanche suivant, de retour à la maison, j'ai amené Maître Leclerc avec moi. Ma famille était assise sur le canapé. Ils avaient l'air nerveux. Voici Maître Leclerc, ai-je dit. C'est mon avocate. La main de ma mère a volé à sa bouche. Maître Leclerc était tout en affaires. Elle ne s'est pas assise. Elle a posé le contrat sur la table basse. Ceci est un contrat de remboursement légal, a expliqué Maître Leclerc. Il détaille la dette que vous devez à Amandine Dubois et à Laurendine. Il stipule un paiement mensuel de 1 000 € dû le 1er de chaque mois. Ce n'est pas négociable. Elle a étalé 3 copies. Vous signerez chacun. Philippe, Sylvie, Chloé, vous êtes tous également responsables de la dette. Si l'un de vous ne peut pas payer, les 2 autres le doivent. C'est ce qu'on appelle la responsabilité solidaire. Mon père l'a pris. Il l'a lu. Ma mère a lu par-dessus son épaule. Chloé fixait juste le sol. Il est également stipulé, a poursuivi Maître Leclerc, qu'en échange de cela, Amandine ne poursuivra pas de charge pénale. Mon père m'a regardé. C'était un regard de pur soulagement désespéré. Où est-ce qu'on signe, a-t-il dit. Ils ont signé un par un. Mon père, sa main stable cette fois. Ma mère, sa signature serrée et en colère. Chloé. Sa signature était un gribouillage enfantin. J'ai signé en dernier. Maître Leclerc a signé en tant que notaire. Elle a rangé ses copies. J'ai rangé la mienne. Vous recevrez un carnet de coupons de paiement par la poste, a dit Maître Leclerc. Le premier paiement est dû dans 2 semaines. Ne soyez pas en retard. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Je les ai regardés en arrière. C'étaient 3 personnes assises sur un canapé, piégées par un morceau de papier. J'avais mes limites et pour la première fois, elles étaient lois. Des semaines plus tard, le premier chèque a été encaissé. 1 000 €. Il est apparu sur mon compte en banque, un virement électronique stérile. C'était le premier d'une longue série. J'avais quitté l'hôtel. J'ai pris mon propre appartement dans un nouvel immeuble en centre-ville. Je n'avais pas besoin de rester à Lyon, mais je le voulais. Je ne voulais pas retourner en courant à Genève. Je ne voulais pas courir, point. Mon Alpine était dans le garage en sous-sol, en sécurité et propre. Un samedi clair et froid de fin d'automne, j'ai enfin fait ce que je voulais faire depuis 1 an. Je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit vers l'ouest, hors de la ville. J'ai pointé la voiture vers les Alpes françaises. J'ai pris la 7 vers les montagnes. L'air est devenu fin et froid. Le ciel était d'un bleu profond et vif. J'ai baissé les vitres. L'air de la montagne s'est engouffré, sentant le pin et la neige. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Le moteur était un grondement profond et régulier sous moi. Je ne conduisais pas vite. Je conduisais simplement. J'ai pensé à mon grand-père, Robert.
Je me suis souvenu de son garage qui sentait l'huile et la sueur. Je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit. Ce n'est pas la voiture qui compte, Amandine. C'est ce qu'elle représente. J'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Quand j'ai acheté cette voiture, elle représentait le succès. C'était un trophée. C'était la preuve pour mes parents que j'avais réussi, que j'avais mérité quelque chose. Je l'avais agité sous leur nez en silence. Voyez-moi, reconnaissez-moi, soyez fiers de moi. Et ils avaient pris ce trophée, et ils l'avaient écrasé. Mais maintenant, en conduisant sur cette autoroute de montagne, la voiture signifiait quelque chose de différent. Elle ne représentait plus mon succès. Elle représentait ma valeur. Ce n'était pas un trophée. C'était une survivante. Tout comme moi. Je m'étais battu pour elle. Je m'étais battu pour moi-même. J'avais affronté ma famille. J'avais affronté leurs mensonges, leurs manipulations, leurs 30 ans de négligence émotionnelle. J'avais affronté la petite fille en moi qui voulait juste que ses parents la voient. Et j'avais gagné. Cette voiture, ce métal, ce moteur. C'était la preuve physique que j'en avais fini d'être leur utilité. J'en avais fini d'être l'invisible. J'avais tracé une ligne. J'avais construit une frontière et je l'avais fait respecter par la loi. Je me suis arrêté à un point de vue panoramique. Je suis sorti. Le vent était vif. J'ai regardé les vallées. Elles étaient immenses, vastes et silencieuses. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un texto de Camille. Brunch demain, 10 heures. J'ai souri. Absolument. À demain. J'ai rangé mon téléphone. J'avais ma famille choisie. J'avais mon travail. J'avais ma voiture. J'ai pensé à mes parents et à Chloé. Ils étaient de retour dans cette maison, dans cette banlieue calme. Ils étaient probablement dans la cuisine à se disputer à propos d'argent, à se disputer pour savoir qui paierait quoi pour le chèque mensuel. Ils étaient piégés. Piégés par leurs propres actions, par leurs faiblesses, par le contrat qu'ils avaient signé. Je ne les détestais pas. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais juste calme. Je ressentais de la pitié, mais surtout, je me sentais juste libre. Je suis remonté dans l'Alpine. J'ai tourné la clé. Le moteur a rugi, résonnant contre les montagnes. J'ai ramené la voiture vers l'autoroute. La route devant moi était la mienne. Et cette fois, j'étais la seule au volant. Si vous avez déjà dû vous battre pour le respect de votre propre famille, si vous avez déjà été le responsable que l'on tient pour acquis, souvenez-vous que le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas le pardon. C'est la guérison.